Mes amis, merci de votre présence et vous avez le mérite d'être là. Je ne vous proposerai pas une conférence académique, mais une tentative de réflexion sur ce qui s'est passé dans l'ordre politique ces derniers temps. Je voudrais vous dire aussi que je travaille beaucoup en ce moment, c'est un peu fatigant mais exaltant, à la préparation du centenaire du communisme. Le centenaire du communisme, 100 millions de morts, 100 pays, nous sommes à peu près les seuls à en parler. Ce qui a motivé ma vie militante, c'est tout simplement un anticommunisme primaire, viscéral et systématique, puisque j'ai été élevé dans un petit village des Hautes-Pyrénées qui était peuplé à plus de la moitié par des républicains, entre guillemets républicains espagnols, venus de l'autre côté des Pyrénées, du diocèse de Barbastro, je ne sais pas si vous voyez où c'est, en Aragon en gros, et dans ce seul diocèse, sur 124 curés, 118 avaient été assassinés, et dans des conditions souvent épouvantables. Mais qui parle du communisme aujourd'hui? Le Centre Charlier a été fondé sur cette idée, avec Madiran, avec Don Gérard, l'anticommunisme. Nous avons organisé le comité de boycott international des Jeux Olympiques à Moscou. Et nous participons nous-mêmes au mémoricide. Le communisme, aujourd'hui, c'est encore un pouvoir, un carcan qui s'exerce sur un tiers de l'humanité, la Chine, la Corée, tous les pays d'Indochine, Cuba. Et donc, ça semble faire l'objet, comme le dit notre ami Constantin Télégat, donc d'un oubli organisé. S'il y avait 10 députés nazis à l'Assemblée et 15 députés fascistes, imaginez ce que ça donnerait. Eh bien, 10 députés communistes, ça ne donne rien. 15 députés marxistes-léninistes mélenchoniens, ça ne donne rien. Et pourtant, au poids des cadavres, dans la monstruosité, le communisme l'emporte par 10-1 sur le nazisme. Ce n'est pas moi qui dis cela, c'est Pierre Klosterman, compagnon de la Libération, qui était au meeting que nous avions organisé. Donc là, tout le monde a oublié. Je suis donc en train de préparer pour TV Liberté 2 émissions, je l'espère, je ne suis pas au bout de mes peines, que nous enregistrerons au mois d'août, que nous diffuserons bien sûr ensuite, 2 émissions de 52 minutes, et pour cela, un scénario à écrire, comment réduire ce sujet immense, et puis je fais aussi mon livre noir du communisme à moi, parce que celui sous la direction de Stéphane Courtois est excellent, mais j'ai voulu apporter ma propre touche, mon expérience de terrain, expérience très différente de celle de Courtois, parce que lui, il a un passé de maoïste. Bon, je le dis, donc quand les maoïstes font ensuite un boulot comme celui qu'a fait Courtois et quelques autres, ils se rachètent amplement. Mais là, voyez-vous, dans la dernière campagne électorale, quel parti a tenu un discours anticommuniste? Aucun. Aucun. Vous avez entendu Marine Le Pen parler du communisme? Personne. Le pèlerinage de Chartres, qui est notre enfant ici, il y avait de mes petits-enfants nombreux qui étaient. Mais où a-t-on évoqué? On a évoqué Fatima, oui, mais Fatima, c'est tout de même, 13 mai 1917, annonciateur d'eux, mais ce pèlerinage était un pèlerinage militant. À l'époque, nous prions parce que c'était encore la répression, donc en Pologne et ailleurs, mais ça ne s'est pas interrompu. Et là, on passe, alors c'est vrai, voilà, on a changé de pape. Et en travaillant sur le sujet du communisme, je me dis, oh oui, Jean-Paul II a été un grand pape. S'il n'y avait pas été, le communisme ne serait pas tombé. Alors, lui, il avait rencontré Castro pour l'engueuler. Il avait rencontré le père Léonard de Boff de la théologie de la libération
pour l'engueuler. Mais aujourd'hui, même dans, comme on dit, l'église tradie pour la commodité du langage, le communisme n'intéresse plus. Alors, et certains disent, mais c'est le passé. Alors ça, c'est une monstruosité, surtout dans la bouche de traditionnalistes. Le passé n'existe pas. Mais chez des gens proches du Front National, c'est le passé. Et à longueur de soirée, c'est pas le passé, quand on nous fait des films donc, sur le nazisme. La proportion de films, ça a été, je prends Staline-Hitler, ça avait été fait par Alain Besançon, penseur éminent venu du communisme et du stalinisme. Il avait fait une enquête sur 7 ans sur donc la proportion entre les articles consacrés à Hitler et ceux consacrés à Staline. C'était de 1 à 480. Et aujourd'hui, dites-moi, où on voit des films sur l'abomination communiste à la hauteur des films, c'est 1 pour 1000. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire la mémoire de la monstruosité nazie, mais, encore une fois, voilà. Alors nous pensons qu'il est de notre rôle d'éveilleurs de commémorer ces 100 ans, et c'est ce à quoi nous travaillons. Voilà pourquoi nous avons besoin d'aide, hein, parce que donc, cela a un coût aussi, et que nous n'avons pas beaucoup d'argent, pas du tout de moyens, mais nous avons tout lancé sans moyens. Voilà, les partis politiques ont beaucoup d'argent, mais nous n'avons jamais eu de moyens. Mais grâce à vous, nous tenons, et on va essayer de rassembler à nouveau, de dynamiser, d'éveiller, parce que c'est un combat pour demain. Parce que le communisme, comme aime le dire Jeanne Smith, c'est la Chine notamment. Et la Chine, c'est peut-être bien les gratte-ciel de Shanghai, etc. Mais c'est malgré tout une monstruosité. C'est le carcan du Parti communiste qui s'exerce, même s'il y a une réalité capitaliste. Il y a là la ténébreuse alliance du communisme et d'un certain capitalisme. Bon, voilà, c'était un tout petit peu de mise en bouche. Mais la droite. Au lendemain de ces élections, il faut bien dire que l'état des discours, d'abord, pardonnez-moi, l'état des discours. On en aura entendu des gens dire « je suis de droite », moi qui suis élu de droite, etc. Alors de droite comme Juppé, de droite comme Barouin, de droite comme NKM, donc voilà, ou bien alors on aura entendu la désignation péjorative de sens commun, de la manif pour tous. Vous remarquerez comment ça passe dans certains médias. On dirait qu'ils parlent du Ku Klux Klan, hein, ou de la Hitler-Juden. Hein, songez, ils fréquentent des gens de la manif pour tous, ou bien des gens de sens commun. Voyez-vous que la gauche donc triomphe culturellement, triomphe médiatiquement, avec un système de mensonges qui n'en finit pas inlassablement répété, et voilà. Alors, en fait, alors il y a le discours de ceux qui se revendiquent de droite, et c'est un positionnement marketing, hein, tout bonnement, puisqu'il y a des gens à gauche, il faut bien se situer à droite, mais demandez-leur ce qu'ils entendent par là. Alors ils vont vous dire la liberté, la tolérance, enfin voilà, des mots dans lesquels ils ne mettront d'ailleurs aucun contenu. Vous avez le discours, ni droite ni gauche, ou bien un peu à droite, un peu à gauche, il a triomphé, c'est Macron, hein, c'est un phénomène politique très réussi, hein, dont on va voir se dégager ensuite les soubassements, mais enfin voilà. Vous aviez le discours ni droite ni gauche de Marine Le Pen et de Philippot. Et à cela, nous opposons, nous, un concept de droite de conviction, nous allons y venir.
Alors, objectivement, les notions de droite et de gauche se sont quelque peu croisées, c'est vrai, si on ne les ramène pas à un principe doctrinal clair. Si on prend le nationalisme, il a été de droite, il a été de gauche. Si on prend le militarisme, il y a eu une gauche militariste, c'est Stendhal, c'est le rouge et le noir, c'est le bonapartisme. Il a été de gauche, il a été de droite. Le colonialisme, tant décrié, conspué, aujourd'hui, l'origine, c'est un phénomène de gauche. C'est Jules Ferry. Hein, donc Ferry-Tonquin, comme on l'appelait, tellement il était compromis dans l'affairisme, du caoutchouc et autre chose. L'écologie, bon, donc elle est de droite ou elle est de gauche? On y viendra. L'universalisme, de gauche ou de droite? Le libéralisme, l'antisémitisme, donc de droite ou de gauche? Alors, on sent bien qu'il y a une extrême variabilité dans la désignation des phénomènes politiques, comment dirais-je, leur classement à droite ou à gauche. Sans compter que la gauche, avec sa force de propagande, même quand elle peut être défaite électoralement, elle ne l'est pas médiatiquement, elle ne l'est pas culturellement, donc monopolise toujours le fait qu'elle est le camp du progrès, de la liberté, de la tolérance, de la générosité et de la justice sociale. Et sur ce plan-là, la droite porte la responsabilité accablante de son ignorance. Et là, j'engouffre dans la droite, même si ça ne plaît pas à tous, même le Front National. Quand Le Pen disait hein, « je suis économiquement de droite, mais socialement de gauche », est-ce qu'on pouvait avoir une formule plus imbécile? Et je lui ai dit parce que, vous savez, j'avais avec lui des rapports virils quelquefois. Bon, lorsque Marine Le Pen a dit cela aussi, je suis de gauche parce que je suis pour la générosité sociale. C'est un mensonge 1000 fois matraqué, un lieu commun, comment dirais-je, superposé les notions de gauche et de générosité sociale. Alors, quand même, quelques mots, quelques rappels qui font de vous, évidemment, vous savez ce que je vais un peu rappeler ici, des gens beaucoup plus cultivés que la plupart des députés qui ne savent rien. Et quant à ceux qui ont été élus, alors je vous prie de croire que leur culture politique confine à zéro. Alors, pourtant, question sociale en France, Révolution française, la loi Le Chapelier, les déclarés d'Allard. Bon, on rappelle ces choses-là, on le sait, mais dans les écoles, on n'apprend plus ça. La Révolution française est profondément antisociale. Hein. Donc, elle va dans un sens donc, de destruction de tout ce qui était, avec ses défauts, hein, la liberté d'association de l'Ancien Régime, avec ses phases différentes, parce qu'il y a aussi à l'extrême droite de braves débiles mentaux qui disent on va faire du corporatisme, on va rétablir, ils ne savent même pas ce qu'ils mettent sous ces mots-là, mais il est vrai qu'il y avait une organisation sociale sous l'Ancien Régime, une organisation de la solidarité sociale, et c'est ce qui a permis d'ailleurs de faire que tout de même on construisait des monuments admirables. Donc, avec la Révolution française, donc interdiction de la liberté d'association, en fait, l'argent a pris le pouvoir, hein, la noblesse s'en est laissée déposséder très largement aussi, elle a pu être complice aussi, bon, elle était déjà, les bobos ça existait déjà, hein, donc là c'était pas les bourgeois bohèmes, c'était les aristocrates bohèmes, hein, donc voilà. Alors, est-ce que face donc au déboisement social poursuivi sous l'Empire, le livret ouvrier, que tout ouvrier devait pouvoir présenter à la moindre réquisition. Livret ouvrier qui a été maintenu, ou plutôt étendu dans les pays communistes. Là, c'était l'Empire, avec évidemment l'interdiction du droit de grève,
je vous rappelle que sous la Révolution française, il y a eu beaucoup plus d'ouvriers et d'artisans guillotinés que d'aristocrates. En gros, il y a eu 2500 aristocrates guillotinés, il y a eu 90 000 ouvriers et artisans. Ce sont des choses élémentaires, pardonnez-moi, qu'il faut savoir. Voilà. Alors, est-ce que Marx, Bakounine, Engels ont été les apôtres de la justice sociale? Marx est un personnage monstrueux. Marx est un personnage monstrueux, et Engels, comme lui, ce qui nous intéresse, ce n'est pas que le prolétariat est pauvre, c'est qu'il est une force. Engels. Bon, Marx n'a que mépris, que sarcasme pour le prolétariat, et ne parlons pas de la paysannerie, puisqu'il n'a jamais vu un paysan de près, il les voit de loin dans les champs, il a une haine très profonde. Je cite le manifeste, quant à ces classes, donc elle cherche à faire tourner à l'envers la route de l'histoire. La haine de Marx contient 50 millions de morts dans les différentes exterminations de la paysannerie sous les régimes marxistes. Le catéchisme du révolutionnaire de Bakounine et Nechaïev, c'est un document politique fondamental. Hein. Donc, c'est tout simplement ce que Bakounine et Nechaïev préconisent donc aux révolutionnaires. S'entraîner à endurer tous les maux, n'hésiter devant aucune cruauté, s'entraîner à éliminer tout sentiment de pitié en soi. La pitié est contre-révolutionnaire. Hein. On verra des gardes rouges en assassiner d'autres en disant « j'ai lu dans ton regard de la pitié ». La pitié, c'est la trahison. Vous avez beaucoup de choses dans le livre noir. Donc la systématisation de la cruauté, c'est dans le catéchisme du révolutionnaire. Alors que, pour essayer de rétablir la justice sociale, après le déboisement social de la Révolution française, je rappelle très vite, les lois sociales de ce qu'on a appelé les catholiques sociaux, il y a aussi des protestants, des chrétiens sociaux au sens large, alors donc lois qui vont être progressivement rétablies avec la restauration, premier module, et puis alors ensuite, donc les œuvres de Benoît d'Azy, de Merolles, donc que sais-je encore, le docteur Villermé, fondateur de la médecine du travail, Villeneuve-Bargemont, donc qui va créer, donc être un inspirateur des lois sociales, Albert de Meung, Léon Harmel. Là, aujourd'hui, ceci n'est plus enseigné et en général est ignoré. Et pourtant, comme le reconnaissait cet imbécile d'Édouard Herriot, parce qu'il était imbécile à certains égards et par ailleurs intelligent, il avait de la culture, il disait « je suis obligé de reconnaître que toutes les lois sociales donc depuis la Révolution française, ont eu pour, comment dirais-je, inspirateur des chrétiens sociaux qui n'appartenaient pas à certaines idées, enfin voilà. Donc là, ça ne sont pas les marxistes, mais c'est la droite à la pointe du combat social. Il y a un livre d'ailleurs de Xavier Vallat qui s'appelle, il a deux titres, La croix, les lys et la peine des hommes, et un autre titre, selon les émissions, à ce moment-là il y a sous-titrage, donc la droite à la pointe du combat social. Voilà, alors, état des lieux aujourd'hui. Où en est la droite de conviction? Elle s'éparpille dans le macronisme, semble-t-il, et elle s'éparpille avec aussi une incantation gaulolatrique qui est exaspérante. En faisant cette étude sur le communisme, De Gaulle, tout de même, le rappel qui s'impose, bien sûr, il a eu son rôle pour la France libre, et cela, on peut admirer. Il a eu son rôle pour faire que la France soit dans le camp des vainqueurs. Oui, peut-être.
Mais en 1945, c'est lui qui met des ministres communistes au gouvernement. Et les ministres communistes au gouvernement, eux, ils sont aux ordres de Staline. Et ils sont dans un projet qui est un projet de, comment dirais-je, de conquête de la France. On peut débattre de cela, j'y suis tout à fait prêt. La France, elle n'est pas sauvée par De Gaulle. Non, elle n'est pas non plus sauvée par la droite, elle est sauvée par un éminent socialiste, Jules Mock. Jules Mock, nous lui devons beaucoup. Il avait été un combattant admirable de la guerre de 14. Hein, c'est lui qui donc a su interrompre les grèves insurrectionnelles de 1947. C'est lui qui a fait sortir les chars pour écraser, de mort, mais pour manifester sa dureté. C'est lui qui a fait arrêter Jacques Duclos dans l'extraordinaire affaire des pigeons voyageurs. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à certains d'entre vous. Donc là, c'est Jules Mock. De quoi s'agit-il? Nous sommes là en 1951. Donc les grèves insurrectionnelles ont été brisées, mais le Parti communiste est toujours très fort. La guerre de Corée a été déclenchée, guerre déclenchée avec le grand-père Kim, ayant accord de Staline, et il y a un bataillon français de Corée qui se bat là-bas. Et ce bataillon français de Corée, pour les communistes, c'est naturellement l'ennemi. Comme sont ennemis tous ceux qui défendent pas l'Empire français, à vrai dire, quand on analyse bien, ou plutôt la liberté des peuples comme en Indochine. Mais on n'est pas encore là à l'Indochine. Donc il y a une visite du général Ridgway à Paris pour négocier avec le gouvernement français donc, de la participation, de la continuité de la France à la guerre de Corée qui a été déclenchée sous mandat de l'ONU pour s'opposer au déferlement coréen et chinois avec armement soviétique et qui permettra, grâce à MacArthur, de faire reculer tout de même cette impressionnante force coréenne et chinoise. Alors je veux bien que certains disent aujourd'hui, oui, il y avait pire que l'impérialisme américain, c'était l'impérialisme soviétique. Et on entend ça beaucoup à l'extrême droite. Non. Heureusement qu'il y a eu une mobilisation de force, et avec notamment les Américains, pour refluer et faire que la moitié de la Corée est restée un pays de liberté. C'est la Corée du Sud aujourd'hui, tandis que la Corée du Nord n'a jamais pu retrouver la liberté, et c'est un des enfers dans le 4 étoiles du communisme. On peut mettre des étoiles aux enfers du communisme. La Corée du Nord, c'est un 4 étoiles. Donc là, à cette époque-là, Jacques Duclos, lui, qui est le numéro 1 remplaçant, ou numéro 2, parce qu'avec Torres, quand Torres qui a déserté est en Russie, c'est Jacques Duclos numéro 1. En fait, c'est ni Duclos, c'est ni Torres. Le vrai patron du Parti communiste jusqu'à la guerre, c'est Eugène Fried. C'est l'homme, c'est l'agent du Comintern. Bon, mais ça, c'est autre chose. On en traitera lors de nos études du communisme. Duclos inspire des manifestations très lourdes, très violentes, et lui, il obéit au principe léniniste, le chef ne doit pas s'exposer. Donc, vous savez, Lénine, il n'allait pas en première ligne, Trotsky, il n'allait pas en première ligne, donc le chef ne doit pas s'exposer. Duclos fait son marché, ça ne me revient pas, j'ai des trous de mémoire, dans la banlieue parisienne, je ne sais pas si c'est à Saint-Denis. Donc il fait son marché et il a acheté des pigeons. Et la police l'alpague et l'humanité va rire, il déclare que ce sont des pigeons voyageurs pour envoyer à Moscou, etc. Bon, c'est des pigeons pour les mettre au petit pois, mais en réalité, dans son sac, parce qu'il a ce jour-là un sac et il fait une faute considérable, il a un cahier. C'est le cahier de Jacques Duclos, célèbre cahier des notes de Jacques Duclos lors des réunions du bureau politique du Parti communiste. Il note l'attitude de tous.
Alors ça c'est intéressant, parce que là c'est un bon tchéquiste. La Tchéta c'est la police. Comme dit Lénine, tout bon communiste est un bon tchéquiste. Et Duclos, qui est le patron de la commission des cadres, est en fait le patron de la Tchéta française. Donc je connais bien le personnage de Duclos. Pourquoi ? Parce que mon grand-père le connaissait bien. Notre maison familiale des Antony, dans un petit village de la vallée de Lourdes, jouxtait celle de l'apprenti pâtissier Jacques Duclos. Il a fait une carrière ensuite. Bon, et donc Jacques Duclos notait tout. C'est lui. Ensuite, ce sont les fiches. Il y avait de telles fiches, on envoyait au goulag dans les pays communistes qui se respectaient. Et surtout, on voit ces notes. Et là, on est dans Bakounine et Netchaïev. Ouvrier, ça je l'ai publié dans Reconquête, je ne sais plus si dans lequel, le dernier ou l'avant-dernier. Ouvrier dans la métallurgie, trop payé. Voyez-vous, parce que là, évidemment, des ouvriers trop payés, c'est dangereux parce qu'ils perdent leur agressivité révolutionnaire. On les contrôle mal. Alors, ça revient tout le temps. Les problèmes qu'on traite au bureau politique du parti, c'est les endroits où l'on paie trop les ouvriers. Ça revient 3 fois. Voilà. Donc, Jacques Duclos, lui, il est alpagué. On a ce cahier qui est très intéressant, où l'on voit la filiation léniniste et bakouniniste. Je vous ai parlé de Gaulle parce que, oui, c'est quand même le général de Gaulle qui met des ministres communistes au gouvernement, et puis surtout, nous avons les textes, nous avons les écrits, il est intimement persuadé de l'avenir communiste de la planète, et donc son admiration pour Staline. Alors pourtant, il n'a pas été à Yalta. À Yalta, il y a les sérieux, Staline, Churchill et Roosevelt. Et donc là, De Gaulle, malgré tout, pense qu'il a un rôle à jouer. Donc là, c'est pour ça qu'on commente la droite. De Gaulle incarnait la droite d'une certaine manière, mais des ministres communistes au gouvernement. Ensuite, souvenons-nous, Phnom Penh, le discours de Phnom Penh. Donc là, qui sera un discours tout à fait hostile aux Américains qui tentent de faire résister les peuples de la péninsule indo-chinoise, avec d'ailleurs beaucoup d'erreurs, beaucoup de torts, mais tout ça est une autre histoire. Bon, et puis enfin, pour le chrétien, 1962, donc là, le règlement, la fin, plus exactement dans les conditions les plus épouvantables qui soient, qui ne peuvent pas être dignes d'un chrétien. Parce que 1962, c'est une volonté délibérée d'abandon de peuples en danger. C'est un crime contre l'humanité perpétré par le gouvernement français. Il n'y a pas d'autre exemple dans notre histoire d'un tel abandon, alors qu'il n'y a nulle nécessité, au contraire. Donc l'armée française dispose d'une force considérable pour faire qu'il n'y ait pas des dizaines de milliers de gens qui avaient servi auprès de nous, qui soient ébouillantés, qui soient torturés, qui soient enterrés vivants, tout ce que l'on rencontre dans les monstruosités dont l'homme est capable. Alors, quand je lis encore ici, là, Michelet, Edmond Michelet, oui, comportement héroïque, sans doute à Buchenwald, mais ensuite, il est ministre de la Justice, lui, le chrétien Michelet, que certains veulent canoniser. Il réclame la peine de mort pour les généraux, lui, le chrétien. Michelet, il sait tout ce qui se passe là-bas, hein, mais il ne veut pas que l'on donne l'ordre à l'armée française de sauver des vies. 3000 Françaises enlevées, déportées dans les monstrueux bordels des FLN, etc. Alors, voilà pour le cardinal Poupart. Voilà un tout petit peu ces considérations. Alors, continuons notre promenade
dans l'hémicycle. Le Front National. Le Front National a eu des résultats tout à fait remarquables. Marine Le Pen aurait pu être élue s'il avait été meilleur que Macron. Macron a été bien meilleur qu'elle, tout le reste est littérature. Bon, mais si par hasard elle pensait peut-être qu'il perdrait son calme, elle est tombée dans un gros piège, un peu analogiquement comme celui de Saddam Hussein tombant dans le piège de l'ambassadrice américaine au Koweït. Bon, c'est une autre histoire, rien à voir. Mais donc, elle n'a pas été... Macron a été le meilleur. Mais donc, il y a des résultats, et 8 députés, ce qui n'est pas si mal, après tout, vu le mode de scrutin. Mais est-ce que c'est un mouvement de droite de conviction? Alors, aujourd'hui, on sait très bien, il y a dans le Front National une ligne, ce n'est pas celle qui a le mieux triomphé, qui était pour le Nini, et plutôt une ligne donc, de gauche en réalité, la ligne de M. Philippot, intelligent en demeurant, mais lui n'a pas été élu, donc, mais en même temps, quand je regarde dans le Figaro aujourd'hui, le Figaro du jour est riche, avec Poupard et Marine, vous voyez, je regarde cette photo des élus, nombreux du département du Nord, ce n'est pas tout à fait la droite de conviction. Alors, on peut en parler, puisque là, certains avaient été, surtout cela courroucés, quand j'avais fait dans Reconquête un article sur l'émergence du phénomène homosexuel en politique. Donc, je ne livrerai là que des secrets de Polichinelle, hein, étant donné que monsieur donc Sébastien Chenu s'exprimait dans Tétule, la revue du lobby homosexuel. Alors là, je vois Marine, vous voyez, il n'y a pas elle est entourée très soigneusement. Ces élus sont homosexuels, pas tous. Le Briouat, le maire, est au Parlement européen, lui, il est à l'Assemblée. Chenu était, Briouat vivait avec Bill II. Bon, à la radio maintenant, on dit M. Bill II, pas Marcel Bill, hein. M. Bill II, ancien compagnon de M. Briouat, Pont-Ransure, Bill II et Chenu s'entendent bien. Donc voilà. Donc là, ce n'est pas tout à fait un mouvement de droite de conviction. Pourquoi? Alors, non pas qu'ils soient des prosélytes de l'homosexualité, mais en tout cas, ce sont eux qui ont bloqué complètement, par jeu d'influence, la participation plus importante du Front National donc contre la loi Taubira. Si le Front National s'était massivement lancé dans l'opposition à la loi Taubira, ça aurait probablement donné autre chose. Non pas qu'il y avait d'abord cette imbécile provocatrice de Frigide Barjot, mais ensuite. Donc, mais le Front National ne tenait pas à se lancer dans, comment dirais-je, l'opposition active donc à la loi Taubira, pour une raison que c'est quand même pas leur humeur. Mais, alors, venons-en à la droite de conviction. Qu'est-ce que c'est que la droite de conviction? Eh bien, tout simplement, des valeurs qui veulent dire quelque chose. Donc, les valeurs qui sont celles du décalogue. Donc, le décalogue, la loi naturelle, c'est ce qui fait que la droite de conviction s'oppose à Jacques Chirac et ses continuateurs, disant qu'il ne saurait y avoir de loi contre les lois de la République, au-dessus des lois de la République. Alors qu'il est évident que si les lois de la République ne sont pas conformes à la loi morale, et bien là, on est dans le totalitarisme, on est dans tous les glissements que nous avons vus du communisme ou du nazisme. Voilà donc aujourd'hui où nous en sommes, il n'y a plus pas de droite de conviction à l'Assemblée nationale. Il y a Jacques Bompard, est-ce qu'il va y rester? Il doit faire un choix, semble-t-il, tôt ou tard entre sa mairie et l'Assemblée nationale.
bon, lui est un homme de droite de conviction. Emmanuel Ménard, épouse du maire de Béziers, a été élue, et ça c'est très bien, je pense qu'elle est une personne de droite de conviction, mais ensuite, c'est à peu près tout, hein, pour ce qui est donc au moins de l'essentiel. Alors, est-ce qu'une droite de conviction peut être reconstruite? Il faut l'espérer, nous nous y emploierons. Je ne suis pas sûr que cela puisse se faire à court terme ou à moyen terme, mais nous sommes ici un petit môle de résistance, un petit môle de reconquête, comme notre revue le titre, et j'espère bien qu'on va continuer à se battre ensemble pour cette réaffirmation d'une droite de conviction qui maintenant n'est plus dans l'influence politique depuis longtemps.